Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Et là, je me doute que vous allez vous dire, alors soit elle a adoré l'épisode et elle le trouve parfait et elle va l'encenser à mort, soit elle va critiquer le fait que ce soit Arya qui ait tué le roi de la nuit. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, vous allez le voir. Donc cet épisode s'appelle The Long Night. Alors The Long Night parce que le roi de la nuit, etc. Mais aussi parce qu'effectivement, c'est une très longue nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va vraiment se passer comme prévu. Alors de toute façon, les personnages étaient quand même très pessimistes par rapport à leur chance de survie, mais c'est vrai que plus on avance dans la bataille et moins les choses se passent correctement, plus les choses vont dégénérer et on se dit que finalement c'est impossible que les vivants arrivent à gagner face aux marcheurs blancs, aux spectres et au roi de la nuit. On s'attendait tous donc à une pléiade de morts, que ce soit des personnages secondaires et pourquoi pas un ou deux gros personnages. Personnellement, je m'attendais peut-être à plus de morts et voire justement à une grosse mort très très marquante, et pourtant voilà, vous avez vu, j'étais pas très bien dans ma réaction parce que finalement le peu de morts qu'il y a eu, ça m'a quand même vachement bouleversée. Alors au final, j'ai pas eu besoin qu'il y ait plus de morts ou qu'il y ait des morts plus marquantes pour vraiment apprécier cet épisode. Je pense personnellement que ça me suffisait, et d'autant plus quand on sait que de toute façon on n'a pas fini la saison, qu'il reste encore 3 épisodes et qu'il peut y avoir des grosses morts. J'attends quand même des grosses morts, par exemple celle de Daenerys, pourquoi pas prochain épisode, ou voire épisode 5, je pense, Daenerys épisode 5. Potentiellement aussi Jon, je pense que les deux, il y a moyen qu'ils meurent avant la fin de la saison. Donc je me dis, ok, il n'y a pas eu 50 000 morts, c'était des morts qui m'ont quand même touché, qui m'ont quand même fait mal au cœur, mais je me dis, mais ça peut quand même arriver dans les prochains épisodes, donc j'ai quand même assez peur. Mais en fait, il y a eu tellement une grosse hype autour de cet épisode, parce que la communication par rapport à la série, parce que surtout les fans, que ce soit Reddit, YouTube, les réseaux sociaux, partout, tout le monde s'attendait à beaucoup de morts, et ce qui fait que certaines personnes ont du coup été un petit peu déçues, parce qu'ils s'imaginaient vraiment une hécatombe, un véritable massacre, même s'il y a énormément de personnages qui sont morts, mais forcément ce sont des PNJ, voilà, ce sont pas des personnages qu'on connaît. Voilà. On a les Dothraki, des Immaculés, des Nordiens, enfin voilà, on a un peu de tous les peuples qui sont morts, il y a beaucoup de gens quand même qui sont morts, mais voilà, c'est vrai qu'en perso secondaire, on en a pas non plus 50 000, mais personnellement ça m'a pas choqué, mais effectivement il y avait une telle communication autour de ça, une telle hype, que forcément il y a peut-être des attentes qui ont pu être déçues. Me concernant en tout cas, ça n'est pas le cas. C'est un épisode qui a été réalisé par Miguel Sapochnik, qui a notamment aussi réalisé Hard Home et La Bataille des Bâtards, donc quand même deux moments assez puissants dans Game of Thrones, donc voilà, des batailles, des gros moments de combat. Donc qui a dirigé cet épisode. Niveau réalisation, j'ai quasiment rien à dire, si ce n'est effectivement un point sur lequel je voulais absolument revenir, et c'est un point apparemment, une espèce de consensus pour dire que c'était quand même très problématique, c'est le fait que à certains moments, on n'y voyait rien. Alors moi j'avais tourné ma vidéo réaction, et effectivement j'avais un éclairage, plus j'avais mon écran qui est quand même mat, mais en fait, vous voyez d'ailleurs avec le reflet, il y a quand même un minimum de reflet dedans, et du coup c'est un petit peu compliqué d'y voir quelque chose. Sauf qu'ensuite j'ai regardé l'épisode le soir même, quasiment dans le noir, et effectivement il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on voit pas, c'est-à-dire surtout les premières phases de bataille. Alors c'est vraiment pas facile à filmer, d'autant plus qu'on doit normalement un petit peu compter sur les flammes, parce qu'il y a beaucoup de flammes, en fait on a la nuit, et on a les flammes qui vont servir un peu à éclairer, et du coup je pense que c'est très compliqué à filmer, donc j'ai pas envie non plus d'aller les blâmer ou quoi que ce soit, mais tout en sachant que dans d'autres films et séries, c'est quelque chose qui se fait bien de filmer en pleine nuit, et on y voit quelque chose. Et là effectivement, ça gâche quand même pas mal de choses. Du coup j'étais assez énervée, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'étais pas hyper contente à la fin de ma réaction, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu, et j'avoue que ça m'a quand même pas mal agacé. Alors je vais revenir sur un des passages que j'ai trouvé vraiment génial en termes de réalisation, en termes de scénario, en termes de tout. C'est quand Mélisandre arrive, effectivement elle va enflammer les épées des Dothraki, et les Dothraki qui vont donc partir en première ligne et qui vont clairement droit au suicide, et les lumières, voilà, les flammes qui s'éteignent au fur et à mesure pour faire comprendre à tout le monde mais que ça va pas être si facile que ça. Ils le savent déjà, mais là visuellement, voilà, on sait que tous ces Dothraki là dans la lumière en train de s'éteindre sont en train de crever, qui vont faire partie de la future armée des morts, et que ouais, clairement ça va être un peu chaud quoi. Et puis surtout, en fait, il y a toute cette... c'est hyper triste de se dire que les Dothraki qui ont traversé la mer et tout, qui ont fait tout un tas de choses pour Daenerys, qui ont voyagé de si loin pour au final crever face aux marcheurs blancs, voilà, en première ligne, en direct suicide. Ça c'est chaud, d'ailleurs c'est pour ça que Daenerys monte ensuite sur Drogon et décide direct
directement de passer à l'attaque parce que elle va pas attendre le roi de la nuit comme une demande Jon, et là voilà, elle a quand même sacrifié ses hommes, donc va falloir quand même faire quelque chose. Mais visuellement et tout, j'ai trouvé que c'était génial parce que tout ce que ça veut dire derrière, ça veut dire vraiment la mort a eu le dessus sur les Dothraki et donc ils vont arriver en masse comme ça sur tout le monde. Et le retour de Jorah qui arrive avec quelques Dothraki qui sont happy en mode sauf qu'il peut. J'y voyais tellement rien que je pensais que c'était devenu un marcheur blanc. Je veux dire, quand j'ai regardé et que dans la réaction je fais quoi, qu'est-ce que c'est que ces délires? C'est en gros, c'est un moment j'étais en train de regarder si on voyait pas des yeux bleus. Je me dis c'est bizarre. En fait non, mais d'ailleurs autre chose, Ghost qu'on voit d'ailleurs en première ligne va partir avec Jorah et Dothraki. Ghost qu'on ne revoit pas mais qui apparemment est vivant puisqu'on le voit dans le trailer de l'épisode 4. Voilà, Ghost qui je pensais allait rester dans Winterfell, qui aurait pu servir ne serait-ce que par exemple pourquoi pas être dans les cryptes pour pouvoir aider les gens en cas de problème ou quoi, j'aurais trouvé cette idée plus intéressante. Bon, après c'était cool de le voir galoper tout ça à côté de tout le monde, enfin, à côté de Jorah notamment, mais voilà, on sait pas trop ce qu'il est devenu, on sait juste qu'il a envie, mais on sait pas comment, on sait pas ce qu'il a fait. Ok, très bien, merci, c'est des ghosts, c'est cool. Mais j'ai eu quand même de sacrés frissons en début d'épisode quand on a Daenerys et Jon qui sont sur la falaise et qui voient justement les Dothraki partir comme ça, là, avec leurs épées enflammées qui partent vers la mort. C'est vraiment assez dingue, c'est vraiment un épisode qui est incroyable en termes de musique, mais les musiques dans Game of Thrones sont toujours géniales, mais là, spécifiquement, elles étaient juste parfaites en fait, ça pouvait pas être autrement, elles étaient parfaites à donner des frissons, sans ces musiques-là, ça n'aurait pas du tout été pareil. Donc dans cette bataille, il va y avoir plusieurs étapes et étonnamment et en même temps pas tellement, la bataille sur le terrain, du moins à l'extérieur du château, va mal se passer vraiment très vite. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un repli aussi rapide de tout le monde. Et ce que j'aime bien, c'est le côté stratégique de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, on se replie, mais par ligne. En fait, vous voyez, il y avait des lignes, par exemple, d'Immaculée, de Nordien et autres, et les premiers se retiraient, ensuite les seconds, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez pas faire en sorte que tout le monde se replie en même temps, parce que si tout le monde se replie, on avait directement tous les spectres qui arrivaient au château, et ça aurait été très problématique, surtout déjà qu'après, ils sont déjà beaucoup moins, et ils posent quand même problème. Et là, pour le coup, ça permet d'en tuer quelques-uns et puis hop, les autres repartent en même temps. Enfin voilà, on retient un petit peu les spectres pendant que tout le monde a le temps de se replier et du moins de se positionner parce qu'on a l'impression que normalement tout le monde devrait être positionné à Winterfell, mais en fait ils appellent des gens au rempart, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déjà positionnés. Enfin bon, c'est un peu le bordel, c'est très bien organisé au début et après en fait on sent qu'ils sont dépassés par la situation. Et donc on a ce stratagème qui est donc d'enflammer le fossé pour retenir encore plus les spectres. Donc on se replie et ensuite on met les flammes pour pouvoir retenir les spectres et donc pouvoir les tuer grâce aux archers. Le problème c'est qu'il y a un blizzard, le blizzard qui va donc aussi empêcher Daenerys et Jon. Je savais que le roi de la nuit pouvait faire venir le blizzard, mais j'avoue que j'avais complètement oublié en fait, j'avais pas vu ça, voilà, j'avais pas du tout pensé. Effectivement ça va poser problème pour les dragons parce que quand même on voit qu'au début les dragons font un sacré ménage, donc on se dit si il y avait pas le blizzard, clairement je pense que la bataille serait passée quand même de façon beaucoup plus sereine. Sauf que là le blizzard qui empêche non seulement les dragons de faire leur travail, mais en plus empêche d'allumer le fossé. Franchement c'est vraiment un épisode où on a peur pour tous les personnages. À un moment donné j'ai eu peur pour Brienne, après j'ai eu peur pour Jaime, après j'ai eu peur pour Vergris, et puis un moment pour Tormund. Il y a même un moment où j'y voyais tellement rien que je croyais que Tormund était mort. Enfin je veux dire, j'étais pas sûre qu'il soit mort, mais ça me faisait un petit peu comme dans la saison 7, à un moment donné je me suis dit on nous fait encore croire qu'il va mourir, c'est pas possible. Puis au fait non, on le voit totalement bien, debout, quelques minutes plus tard, je n'ai rien compris. Voilà, c'était clairement ça. Je revois l'épisode et je fais ah oui d'accord, donc en fait c'était juste un mec qui lui ressemblait mais c'était pas du tout lui, donc non, tout le monde va bien, il y a pas de souci. Et donc j'ai eu peur pour Vergris, je me suis dit que Vergris allait se sacrifier pour aller emmener lui-même une torche jusqu'au fossé, ce qui de toute façon n'aurait pas fonctionné vu qu'elle est bizarre, et que au dernier moment peut-être ça va être Mélisandre qui allait lui dire bah non pousse-toi, c'est moi qui vais le faire. Et donc on a ce moment où tout le monde protège l'allée comme ça, où Mélisandre va passer et la musique est juste divine. Cette musique là est juste incroyable. Quand j'ai revu l'épisode, je fais ah, c'est top, c'est magnifique, c'est génial, c'est parfait, c'est incroyable. Et Mélisandre qui en plus a spoilé avant qu'elle allait mourir, enfin elle a spoilé déjà depuis la saison précédente, donc on savait. Alors une fois qu'on l'a vu venir, on s'attendait à ce qu'elle meure dans cet épisode, mais elle nous le confirme quand même en début d'épisode face à Davos qui allait l'exécuter, puisqu'il avait dit que si elle revenait de toute façon, il allait la tuer, donc voilà, moi c'était clair. Elle lui dit donc que de toute façon elle sera morte avant le lever du soleil, et donc la question c'est comment. Et donc on la voit arriver au fossé, elle essaye d'allumer le feu, et comme dirait Johnny, et finalement ça ne fonctionne pas sur le moment, ça met beaucoup de temps, et donc on se dit
finalement, est-ce que c'est pas là que Mélisandre va mourir? Ça serait dommage. Et là, les flammes s'allument, encore musique grandiose, visuellement c'est dingue, parce qu'en fait, la nuit, voilà, c'est sombre, avec le feu en fait qui illumine tout, mais c'est vraiment une démonstration de chaos en fait, c'est assez dingue, il y a les morts qui sont là, on a le feu, on a les dragons, on a tout, mais c'est vraiment un gros bordel, mais c'est un bordel qui est hyper agréable à voir, qui est juste dingue. Pendant ce temps-là, on a le peuple qui se trouve dans les cryptes, et donc on a... Alors là, c'est le genre de choses auquel je m'attendais pas, c'est un espèce de rapprochement entre Tyrion et Sansa, enfin je veux dire, quelque part j'y avais déjà pensé dans ma tête, dans le sens où j'aimerais bien les voir vraiment tous les deux, et j'aimerais bien, je vais vous le dire très honnêtement, j'aimerais voir Tyrion sur le trône avec Sansa à ses côtés, voilà, ce serait pour moi l'idéal. Je trouve que ce serait ironique à mort, c'est-à-dire que finalement ceux qui finissent sur le trône, ce sont un Lannister et une Stark qui se sont mariés par amour en plus, quelque chose comme ça. Enfin voilà, en fait, qui en plus aurait une descendance Lannister-Stark, ce serait juste incroyable. Ce qui veut dire effectivement que Jon et Daenerys mourraient, mais ça, je m'y attends. Autant Jon, je suis pas sûre, autant Daenerys, pour moi, elle meurt, je pense, épisode 5, peut-être fin d'épisode 4, épisode 5. Le peuple qui est dans les cryptes et qui se sent peut-être en sécurité, même si on a répété plein de fois, vous allez être en sécurité dans les cryptes et tout ça, donc on se dit que ça va pas forcément bien se passer. Moi, j'étais partie du principe que les spectres ou les marcheurs blancs allaient descendre dans la crypte, mais qu'il y avait quelque chose dans la crypte qui allait pouvoir les protéger. Alors j'imaginais dans le plus, vraiment dans un délire que ça pouvait être des fantômes. J'avais même pensé à ce que ce soit les statues qui pouvaient se mouvoir et donc protéger le peuple. J'aurais trouvé ça juste génial. Et ça, ce sont des théories que j'aurais adoré voir vraiment se réaliser dans l'épisode, mais quelque part, j'étais consciente que c'était pas techniquement possible. En tout cas, je pensais que quelque chose protégerait quand même le peuple et qui pourrait sortir par les cryptes. Enfin, je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir s'enfuir par les cryptes. Ça, c'était un truc où j'étais quasiment certaine, parce que d'ailleurs, il y a eu quelques petits clins d'œil, et notamment de Maître Luwin par rapport, quand il discutait avec Théon, qui disait qu'effectivement, il y avait une sortie sous Winterfell, et de toute façon, il y en a forcément une. Donc pour moi, ça semblait normal que ce soit par les cryptes. Donc on a le peuple qui se sent en sécurité dans les cryptes, on se doute bien que ça va pas être le cas tout le temps, et cette espèce de rapprochement entre Sansa et Tyrion, parce que finalement Tyrion se rend compte déjà que Sansa a grandi, parce qu'à l'époque c'était quand même très glauque, hein. C'était une gamine et tout, c'était une adolescente, c'était très 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 compliqué, et puis de toute façon elle était immature en plus de ça, enfin je veux dire quand bien même, moi à l'époque médiévale on se mariait avec des très jeunes enfants, lui déjà il a des principes, voilà, je pense qu'il a envie de voir une femme en face de lui, là c'était une gamine, en plus de ça elle était immature parce que c'était une gamine tout simplement. Quand il dit finalement on aurait dû rester mariés, c'est parce que maintenant c'est une femme, maintenant elle est réfléchie, et sa façon de réfléchir, je pense qu'il l'apprécie beaucoup, et quelque part, je me demande si finalement on va vraiment pas arriver à ça, c'est-à-dire à ce que finalement ils se remarient entre guillemets et ils finissent vraiment ensemble, parce qu'on avait quand même toute cette histoire avec Shae qui était jalouse de Sansa à un moment donné, il disait tu l'aimes vraiment, et Tyrion qui lorsqu'il voulait protéger Shae et qui lui dit de partir, lui fait comprendre entre guillemets qu'il est amoureux de Sansa et donc il veut vivre une vie maritale normale. Et donc si au final ils finissaient ensemble, je trouverais ça cool. Franchement, j'aime bien l'idée. On a Bran qui est parti en scouting, hein, c'est-à-dire qu'il salut, be right back, il part scouter les environs pour savoir s'il y a le roi de la nuit qui arrive. Et bizarrement, quand on voit l'apparition du roi de la nuit, c'est quelques secondes après que les spectres arrivent à passer le fossé enflammé. C'est-à-dire que je pensais que les spectres étaient spécifiquement intelligents, mais en fait, c'est pas qu'ils sont intelligents, c'est que le roi de la nuit les contrôle à distance et fait un petit peu ce qu'il veut d'eux. Donc en fait, il n'y a pas une intelligence vraiment, il n'y a pas d'autonomie, je pense, de la part des spectres, c'est tout simplement le roi de la nuit qui les guide, d'où peut-être le mouvement avec la main, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour attraper les corbeaux, pour dire que c'est qu'il va attraper Bran, mais peut-être que c'est pour effectivement contrôler les spectres, qui vont donc passer le fossé, et à partir de ce moment-là, la musique va s'accélérer, ce qui signifie pour moi que on était dans les premières phases de la bataille, effectivement ça se passait déjà mal, mais c'est rien comparé à ce qui va arriver par la suite. Et là on a une espèce de plan qui est assez dingue, qui est tout droit sorti de World War Z, c'est les spectres qui vont monter comme ça sur le fort, qui vont grimper sur le fort et qui montent les uns sur les autres et puis vont monter, c'est clairement du World War Z. Et je me suis dit effectivement dans la réaction, mais pourquoi vous lancez pas de l'huile et après du feu, enfin je veux dire vous enflammez l'huile comme ça se faisait au Moyen-Âge, comme parce que moi j'ai regardé Vikings, donc Vikings ils font ça tous les 4 matins à peu près, ils lancent de l'huile et hop ils enflamment l'huile et puis ça débarrasse quand même pas mal le plancher quoi. Bon après c'est une question d'organisation et tout ça, mais effectivement je me suis dit mais on aurait pu caser ça dedans, ça aurait pu être cool. Donc tous les personnages vont devoir se battre à l'intérieur du château et on a Lyanna Mormont qui nous fait un petit moment, elle a subi un petit moment Attack on Titans, c'est-à-dire le géant qui va donc attraper, mais pour le coup le moment où elle hurle comme ça et elle fonce dessus, je me suis dit
est-ce que c'est pas un peu too much dans le fanservice? Autant j'ai trouvé ça cool, autant j'ai trouvé ça tellement trop cool que ça m'a un peu sorti de l'épisode dans le sens où c'est un peu trop fanservice, c'est un peu trop gros. Je veux dire, elle avait pas besoin de foncer dessus de malade et faire la guerrière et tout, et je me suis dit, voilà, c'est... En gros, j'ai vu la scène, j'imaginais déjà les mèmes qu'elle arrivait sur Twitter, en fait, c'était déjà un délire comme ça. Elle se fait attraper, et j'avoue que sur le coup, autant au début, je me suis dit, elle va faire l'héroïne et tout, et elle va vraiment tuer le géant, et elle est quand même capable de s'en sortir. Autant quand elle se fait attraper, je fais, non, elle va mourir, et ils nous font croire qu'elle va faire un truc de ouf, mais en fait, non, elle va juste crever. Et non, en fait, au moment où elle va se faire bouffer, tel un titan, dans la tête des titans d'ailleurs, et bah, en fait, elle arrive à le tuer, et meurt en même temps. D'ailleurs, elle se fait écraser les os. Au niveau des petites filles, dans Game of Thrones, vous leur réservez pas des sorts super cool, quoi. Je veux dire, bon, Shireen se fait cramer, l'autre, elle se fait broyer les os par un géant. Je veux dire, au niveau espérance de vie, c'est à peu près 12 ans dans Game of Thrones. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais pas, soyez un peu plus sympa. Offrez-leur un peu des morts un peu plus cool, quoi. Genre, c'est pas très sympa, ça se fait pas. On a quand même 2 Mormonts qui vont mourir dans cet épisode et pas des moindres, donc je me demande maintenant qui est-ce qui reste dans la maison Mormont. Il doit pas rester grand monde, voire personne, je sais pas trop qui. On a le droit à une magnifique bataille de dragons, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Moi je suis très fan des dragons, machin, d'où mon pseudo d'ailleurs, hein, pour ceux qui comprendront. Donc évidemment, une bataille de dragons c'était quelque chose qui ne devait pas louper, hein. Je scrutais vraiment très précisément parce que je me suis dit là, voilà, vous pouvez pas vous foirer là-dessus, sinon ça va vraiment pas le faire, vous allez me gâcher l'épisode. Et c'était vraiment extraordinaire. Alors, effectivement, c'est un peu brouillon parce que de toute façon c'est en vol et tout, et c'est normal que ce soit brouillon comme ça, donc ça m'a pas posé de problème. Et avec juste avant ce plan où on a Rhaegal et Drogon au-dessus des nuages avec la pleine lune, c'est juste mais divin. Je sais que ça va être mon futur wallpaper, c'est obligé. Et donc cette bataille entre dragons qui est juste dingue, avec voilà, les frères qui se battent, très clairement les frères dragons qui se battent, qui s'écorchent la peau et tout ça, et le Night King qui tombe. Et là j'étais soufflée, mais derrière dans la réaction je fais mais sérieux, genre sérieux, vraiment, il tombe comme ça, on sait qu'il va pas mourir, on va dire il tombe, il est pas mort, mais en fait c'était trop, je sais pas, la façon dont il tombe, ça faisait trop gag en fait, ça faisait trop what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, il tombe comme ça, limite il sourit, mais tu sais, je crois, j'ai plus d'ailleurs, est-ce qu'il sourit ou pas, je sais plus, il fait une tête chelou en mode je m'en fous, je tombe, YOLO, en gros je pense que ça va être repris pour dans des mèmes ou je sais pas, dans des montages des YTP, des trucs comme ça. Trop bizarre. Et puis surtout, je me suis dit, mais dans tous les cas, en fait, Viserion, il va virevolter, puis il va le récupérer, voilà, en bas, enfin, voilà, comme dans plein de films et plein de séries et tout. Et ben en fait, non, il se retrouve à pied. J'ai fait, mais vous êtes sûr, alors qu'il est en train de faire moult dégâts sur Winterfell, hein, c'est-à-dire juste un souffle de Viserion, ça permet de péter des tours et tout, ça éclate vraiment tout. Je veux dire, le dragon il peut vraiment faire une bouchée de tout le monde en très vite, hein, voilà, le barbecue c'est vite fait. Et donc il tombe de son dragon et il se retrouve à pied. Je fais bon. D'accord. Alors ça c'est un truc qu'on aurait pu faire un bingo aussi. Daenerys qui va essayer de brûler le roi de la nuit, que ça n'a pas marché, ça c'était un truc, c'était un passage qui était obligé, donc de toute façon il n'y a aucun suspense, ça n'a pas marché, je veux dire, ça serait bien trop facile, le mec il reste pas planté comme ça, attendre à se faire cramer par Drogon, quoique bon vu la fin. Et donc Jon qui va essayer de faire un contre un, et elle se dit mais c'est vraiment une idée de merde, je veux dire, tu sais très bien qu'il peut faire revivre des morts, tu sais qu'il est trop fort dans tout ce qu'il fait, est-ce que un contre un... Et en fait c'était assez ironique dans le sens où l'épisode joue tellement sur le truc de vous attendez un héros précis, vous attendez que ce soit Jon Snow ce héros, ou peut-être Daenerys pour les plus affabulateurs, mais vous attendez à ce que ce soit Jon le héros de cet épisode qui sauve la mise, qui fasse tout, c'est le mec à tout faire. Et ben non, en fait il prend des décisions des fois qui sont débiles, et au final, même si on le suit pendant toute la suite de l'épisode, parce qu'on s'attend même par la suite à ce qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, mais il fera rien de spécial en fait, c'est-à-dire que l'autre il va faire revivre les morts, il va se retrouver en PLS, Daenerys va le sauver, et je trouve ça très intéressant, et c'est d'ailleurs bien fait parce que à ce moment-là on se dit, elle sait très bien que c'est le meilleur prétendant au trône, que c'est l'héritier légitime, et en fait elle aurait très bien pu le laisser crever, et au moins il n'y a plus personne pour la concurrencer par rapport à ça, c'est sûr qu'elle pourrait avoir le trône sans problème. Et non, elle le sauve, donc ce qui montre que même si c'est un petit peu une bad girl et tout, ça n'empêche pas quand même qu'elle le sauve, parce qu'elle l'aime, parce que voilà, c'est quelqu'un de bon et tout, même si elle est capricieuse et immature, ça je le maintiens, mais en tout cas elle va sauver la mise, quitte même à mettre en danger Drogon, puisque par la suite il va se faire attaquer. D'ailleurs la scène est juste dingue, de tous les spectres qui montent dessus, et moi en plus, peut-être même plus que d'autres personnages, j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit mais Drogon, j'étais pas prête à revoir mourir un dragon, ça n'était pas possible. Déjà Rhaegal, je savais pas trop s'il était mort ou pas, parce que Rhaegal il tombe, on le voit plus, il aide même pas Jon par la suite quand Jon se fait attaquer par Viserion, donc déjà j'avais l'impression que Rhaegal pouvait potentiellement être mort, alors je dis Drogon,
m'avez perdu là, c'est pas possible, mais c'est hyper bien fait comme ça, quand il enlève les spectres et tout de lui, je trouvais ça assez dingue et j'avoue que j'étais pas bien. Après pour Daenerys, j'avoue que j'étais pas plus flippée que ça, je la voyais pas mourir à ce moment-là en tout cas. Pendant ce temps-là dans le château, on a effectivement toute la partie avec Arya. Alors j'ai bien aimé le fait qu'elle sauve le limier, qu'après le limier dépasse ses peurs pour la sauver. C'est vraiment une espèce d'amour fidèle, comme je disais, entre un père et sa fille. Ça c'est vraiment une chouette relation et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des personnages un peu durs, un peu qui semblaient un peu mauvais de prime abord, que ce soit par exemple comme Jaime ou comme le limier, finalement rencontrent quelqu'un et deviennent foncièrement bons, ils vont se dépasser et vont aller vraiment du bon côté. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Game of Thrones. Et donc on a toute la partie où Arya va se retrouver dans la bibliothèque, à se faufiler et tout discrètement. Et c'est le moment où je me suis dit mais pourquoi en fait? Et effectivement, même dans la relation, je me fais la réflexion, c'est Mélisandre va la regarder et je me suis souvenu qu'elle avait dit de toute façon on va se revoir et tout, mais j'avais pas compris pourquoi. Et je me suis dit c'est bizarre parce que toute cette partie-là, la bibliothèque, ça sert forcément à quelque chose. Je trouvais ça intéressant et tout, mais ok, peut-être pour le côté un peu scary, voilà, on rajoutait un petit peu d'horreur. Alors effectivement, oui, il y a la bataille à l'extérieur, enfin dans le château et tout, mais à l'intérieur même du château et dans certaines pièces, il y a aussi des spectres et le danger est là. Peut-être que c'était juste pour ça, mais je trouvais ça bizarre. Et effectivement, on aura la réponse par la suite. Et donc on a Beric qui va se sacrifier pour Arya et on comprend ensuite pourquoi. Tout, on comprend en fait à la fin. Et c'est là où je m'en veux, c'est que il y avait tellement de clins d'œil par rapport au fait que c'était Arya la vraie héroïne de cet épisode qui était la personne qui allait sauver la mise, que je m'en veux de pas l'avoir vu parce qu'au final tout indiquait que c'était elle qui allait tuer le roi de la nuit. Sauf que moi j'étais pas du tout partie du principe que le roi de la nuit allait mourir dans cet épisode. Pour moi on allait peut-être aller jusqu'au bout, ou du moins quelques épisodes supplémentaires avec le roi de la nuit, possiblement à King's Landing. Juste une mort déjà pour moi, je la voyais pas dans cet épisode. Alors en plus d'Arya, voilà le délire. Donc Beric, on savait qu'il allait mourir, mais ça fait de la peine. C'est un personnage que j'aime beaucoup et je suis un petit peu frustrée parce que c'est un personnage que j'aurais voulu beaucoup plus voir dans la série. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et qui, en plus, il meurt sans même pouvoir dire un mot, quoi. Il y a deux personnages comme ça qui meurent comme ça, c'est Jorah et Beric qui essayent de parler, mais ils peuvent pas et ils meurent. Assez frustrant. Mélisandre annonce donc que Beric a fait son devoir, et là encore, c'est un gros clin d'œil. On se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et pourquoi son devoir? Enfin, c'est sauver Arya, mais sauver Arya pourquoi? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'elle est si importante que ça? Au final, elle est tellement forte, elle aurait peut-être pu s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Beric, qui a été ressuscité maintes fois pour finalement arriver à sauver Arya, pourquoi c'est si important? Et j'étais tellement prise dans l'épisode que sur le moment, j'ai pas plus fait de réflexion que ça, à part que, ok, il a sauvé Arya, et c'était pour ça, mais j'ai même pas pensé qu'il y avait forcément un but plus important, beaucoup plus important même. Arya n'a pas oublié ce que lui avait dit Mélisandre, qu'elle allait fermer pour toujours des yeux bruns, des yeux verts et les yeux bleus. Les yeux bleus là encore, j'ai pas fait le rapprochement, les yeux bleus des spectres, des marcheurs blancs, du roi de la nuit. Non, je n'ai pas fait le rapprochement, j'aurais dû le voir venir, je ne l'ai pas vu voir venir, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs. En fait, on se focalise tellement sur autre chose dans l'épisode, mais pourtant on insiste tellement sur Arya qu'on aurait dû le voir venir en fait, c'est ça qui est assez dingue. Et j'ai vraiment eu des frissons de dingue quand t'as dit que doit-on dire au dieu de la mort, je fais waouh, oh là là, Syrio, hommage à Syrio et tout ça, je trouve ça juste dingue. Pas aujourd'hui. Et là, elle part, et là, je me dis, et qu'est-ce qu'elle va faire? À ce moment-là, je me dis, elle va faire quelque chose qui va être décisif et qui va vraiment aider tout le monde, mais pas de là à tuer le roi de la nuit. À ce moment-là, je suis tellement loin de ça, je l'imagine même pas en fait. Pendant ce temps-là, le roi de la nuit a fait revivre tous les morts, donc ça veut dire qu'on se retrouve confronté aux Dothraki, on se retrouve les Immaculés, les Nordiens, tous ceux qui viennent de périr maintenant se retrouvent à nouveau avec le roi de la nuit. C'est-à-dire, on se dit, mais en fait, c'est un reset quoi. C'est-à-dire, on se dit peut-être que tout est fini, encore on n'y croit pas. Parce que bon, c'est tout est fini à ce moment-là, la série elle est finie, Cersei reste sur son trône, ok, de toute façon elle a là l'armée pour tuer les derniers, elle est déjà au courant qu'il faut du ver dragon pour tuer les spectres et tout, donc voilà, genre autant, générique, merci, au revoir, c'était cool de regarder Game of Thrones. Pendant quelques secondes on se dit mais tout est perdu, les personnages du moins se disent tout est perdu, tout est fini, parce que on a eu beau tuer tout un tas de spectres, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, il y a plein de gens qui sont morts, et là on recommence parce que tous les gens qui étaient avec nous et qui sont morts se retrouvent maintenant contre nous, on n'y arrivera jamais. Donc on voit tout le monde submergé par les spectres. On voit donc le roi de la nuit qui va arriver vers Bran. Et là, ce moment... Alors je cautionne pas. Pour moi, c'est un scandale. je vous l'avoue. Je m'en suis pas remise. Même à l'heure actuelle, je suis colère. Je suis pas contente. Sur le moment, je me suis dit que Bran allait dire à Théon de s'enfuir. Parce que donc Théon arrive à abattre tout le monde, et d'ailleurs je ne pensais pas des habilités au combat aussi incroyables comme ça. Il arrive à terrasser tout un tas de spectres et tout, il est trop fort. Et je me dis, Bran va dire, il dit Théon, je vais dire, mais il va dire, pars, go away, pars. Et donc il lui dit, tu es un homme bien,
Et là tu fais ça sent le roussi, c'est... Je le sens pas trop, de toute façon ça va pas de Bran qui va mourir, donc voilà, si je commence à procéder par élimination, voilà, j'ai une chance sur deux quand même que ce soit Théon qui meurt, mais de toute façon il va mourir vu que le roi de la nuit est là. Donc on comprend que Bran est reconnaissant envers Théon et que c'est la fin du chemin de Théon, c'est-à-dire qu'il a souffert tout un tas de choses et il va mourir maintenant. C'est affreusement cruel et affreusement pas du tout obligatoire quoi. Enfin, en fait comme il y avait cette espèce de truc bizarre avec Sansa dans l'épisode précédent, je t'ai dit bah peut-être qu'ils auront l'histoire. Et puis bon finalement il va crever et puis Sansa va finir avec Tyrion, donc voilà. Mais j'avais un espoir que Théon s'en sorte, ne serait-ce parce que j'avais envie que ce personnage ait une happy end, j'avais envie qu'il aille bien. Il a une happy end dans le sens où effectivement il est mort dignement avec du courage et tout, ce dont il a pas fait preuve pendant très longtemps. Hein. Ce qu'on reprochait le plus au personnage c'était sa couardise, c'était le fait de faire les choses derrière le dos des gens, c'était le fait d'être lâche et tout ça. Là où il a le plus de courage, même si déjà il a sauvé sa sœur, il a fait tout un tas de choses, mais là son plus gros acte de courage ça a été de sauver Bran et de se sacrifier ensuite face au roi de la nuit, mais le suicide en lui-même, j'aurais préféré que le roi de la nuit avance vers Bran et que là, il essaye de le tuer. Ils foncent sur le roi de la nuit pour se suicider, quoi. Même si c'est symbolique, la pilule, elle passe pas trop, on va dire. Dans les cryptes, les morts sont aussi revenus à la vie, donc là, c'est hécatombe. Alors, les cryptes, d'ailleurs, je dis, mais toujours, mais aucun sens. Voilà, c'était les théories qui étaient les plus partagées par tout le monde. C'était, oh là là, ils vont faire revenir les morts de la crypte à la vie et tout. Moi, ça avait aucun sens parce que les morts sont beaucoup trop vieux. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils soient morts pour qu'il y ait beaucoup... Déjà, il y a beaucoup de squelettes. J'arrive pas à comprendre ça, donc ça veut dire qu'il y a des morts, ce sont pas des Stark, ça clairement, ou des gens qui... Bah, je sais pas qui sont, mais en tout cas, il y en a qui sont pas des Stark. J'avais même l'impression qu'à un moment donné, le premier mort qu'on voit, je pensais que c'était Maître Luwin, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui est habillé avec un habit de maître. Mais en même temps, je me dis, Ramsay n'aurait jamais cautionné que Maître Luwin soit enterré avec les Stark. Je veux dire, le mec, il a dû le donner. Je me souviens plus d'ailleurs, est-ce qu'il a pas donné au chien ou quelque chose comme ça? Je suppose que c'est le cas. Donc c'était pas lui, mais en tout cas, bon, il y avait un maître ou je sais pas. Enfin, c'est très bizarre. D'ailleurs, si en plus il y a des squelettes qui reviennent à la vie, pourquoi on voit pas le corps de Rickon? Beaucoup plus de sens déjà, enfin, je sais pas. Donc ouais, je suis très perplexe par rapport à ça. Pour moi, ça n'a pas de sens, sachant qu'un squelette, avant qu'il devienne poussière, et ça, il se passe à peu près 50 ans, maximum 50 ans. Donc sachant que la plupart, ils sont morts depuis très très longtemps, je veux dire, mis à part par exemple Lyanna ou Brandon, ou Rickon, pour le coup, bah il y a quand même pas 50 000 squelettes qui sont hyper récents. Donc qu'il y ait autant de squelettes qui reviennent à la vie, entre guillemets, dans la crypte, voilà, j'ai mis un gros doute, d'autant plus que je trouve pas l'idée folle, parce que si vraiment ça arrivait, c'était hyper prévisible et c'était pas ouf. Donc ouais, je suis dégoûtée parce qu'au final, ouais, j'avais envie de voir les fantômes, j'avais envie de, voilà, qu'il y ait quelque chose qui protège la crypte. J'avais envie de voir ça, ça semblait beaucoup plus logique, et ne serait-ce que par rapport au livre et par le nombre de fois on fait référence aux cryptes et par les cauchemars de Jon, donc, comme j'en parle dans ma vidéo. Du coup, je suis déçue. Et donc je vais y venir au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire à la fin de l'épisode, et donc le moment où Arya tue le roi de la nuit. Alors effectivement, que Arya vienne tuer le roi de la nuit, je l'ai pas du tout vu venir. Que ce soit elle qui le tue, je l'ai pas vu venir. Qui meurt dans cet épisode, j'en étais pas certaine. Et je m'attendais à ce que si quelque chose devait arriver, parce que dans tous les cas, on voyait que les choses étaient perdues et tout, donc il fallait forcément un miracle pour que la situation soit sauvée, que tout le monde soit sauvé, parce que sinon clairement tout le monde allait mourir. Et donc j'attendais que ce soit Bran qui fasse quelque chose, je sais pas, qui prenne le contrôle de je ne sais quoi. Alors le fait que ce soit Arya qui tue le roi de la nuit et la scène en elle-même, je n'ai aucun problème avec ça, je la trouve vraiment dingue, ça a toute logique et tout, et je vais expliquer pourquoi par la suite, pourquoi c'est logique. Mais c'est vrai que bon, on peut se poser la question de, voilà, enfin je veux dire, le mec il a tellement de pouvoir que comment il peut voilà, se faire berner aussi facilement, bon ça c'est une chose, et encore bon, je me suis dit peut-être qu'il avait d'autres pouvoirs que ceux qu'il nous a montrés, et en fait non, ça reste une bête, enfin c'est pas un humain, mais enfin j'ai envie de dire, l'erreur est humaine, même si c'est pas vraiment un humain, mais voilà, comme quoi même le roi de la nuit peut avoir ses faiblesses, peut avoir ses failles. Et pourquoi ça me pose pas de problème que ce soit Arya? Parce que ça me semble logique, finalement, quand on reprend l'épisode, quand on reprend la série depuis le début, c'est lourd de sens par beaucoup de choses, et notamment le fait que techniquement elle a été préparée à ça toute sa vie en fait, et on le comprend par Mélisandre qui dit qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort, c'est-à-dire qu'elle reparle donc de ce que disait Syrio, et donc ça veut dire que depuis la première saison, le destin, ou du moins Bran je pense, voulait que ce soit elle qui tue le roi de la nuit.
nuit et donc il fallait quelqu'un qui ait des habilités spécifiques et notamment Arya qui a la possibilité d'être très furtive. On ne l'entend pas arriver. D'ailleurs même Jon avait fait la réflexion dans le premier épisode quand ils se retrouvent tous les deux, il dit mais je t'ai pas entendu arriver. Donc chaque détail avait son importance, tout son périple, tout ce qu'elle a fait l'ont mené à ce moment précis. D'ailleurs Bran n'arrête pas de dire ça, que ce soit d'ailleurs même à Théon, il dit mais ne t'en veux pas parce que si tu n'avais pas fait tout ça tu en serais pas là. Alors à se demander si Théon était vraiment important, est-ce que c'était le seul qui pouvait battre tous les spectres et détourner un petit peu l'attention du roi de la nuit pendant que Arya arrivait ou quelque chose comme ça, enfin voilà, le retarder. Je pense que Théon a surtout servi à retarder le roi de la nuit pour que Arya puisse arriver et donc le tuer. Bon, voilà, c'est assez triste de se dire qu'il l'a clairement envoyé au suicide, quoi, il l'a envoyé clairement à la mort. Non seulement Arya qui a été préparée à ça finalement toute sa vie quand on s'en rend compte, et aussi cette dague qui a été la dague de la discorde, qui a créé des conflits, qui a été très problématique, et que Bran donne ça comme s'il donnait un cadeau, voilà, bah, tiens, je suis revenu de Paris, tiens, je t'ai acheté une petite tour Eiffel, tu la veux? Tiens, moi ça me sert à rien, je te la donne. Lui, il donne la dague en disant que de toute façon lui ça ne lui servira pas, comme si ça n'était rien de si incroyable que ça, et au final cette dague et son importance pendant toute la série, et là encore plus pour la mort du roi de la nuit. Donc la scène en elle-même, il n'y a pas de souci, voilà, je trouve pas que ce soit incohérent, le fait qu'elle soit furtive, que personne ne l'ait vu passer, d'ailleurs on a même le cheveu, les cheveux d'un des marcheurs blancs qui fasse comme ça, parce qu'en fait elle arrive tellement vite et furtivement que personne ne la voit passer, même les marcheurs blancs. Le roi de la nuit la sent qu'au dernier moment, c'est dire à quel point elle est forte, Arya. Maintenant, voilà où est le problème pour moi, c'est que l'épisode est dingue, la fin est juste géniale et j'étais surprise et je me suis dit par contre mais c'est déjà fini. Enfin, je veux dire, c'est ça en fait ce qui m'a posé plus de problème. C'est pas Arya le tue, hein. C'est déjà fini. Et le roi de la nuit est déjà mort. Tous les spectres sont détruits. Viserion et tout est fini. Toute cette menace précise là est terminée déjà. Alors pourquoi déjà, même si ça fait 8 saisons qu'on en parle et tout ça, depuis qu'il a passé le mur, le roi de la nuit, on l'avait pas vu. Je veux dire, depuis qu'il a passé le mur, on sait qu'il est passé par Âtre les Confins, qu'il a fait un massacre, mais on l'a pas vu visuellement, on l'a pas vu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'autre chose, quoi. Il a passé le mur, ok, il a décimé toute la population d'Âtre les Confins, et ensuite il est arrivé à Winterfell, et puis il est mort. Voilà, c'est une rapidité, et même quand je reprends l'ensemble de la série, on l'a pas vu tant que ça, enfin je veux dire, ça a été quelques minutes, voilà, peut-être le moment où on voit plus, c'est ça va être Hard Home, aussi le passage quand ils sont au nord pour aller chercher un des spectres et tout ça, mais à part ça, on l'a pas tellement vu en fait, c'est ça qui me frustre beaucoup, c'est que en fait, l'épisode me frustre, parce que j'ai autant adoré que je suis quelque part un peu frustrée, parce que je voyais pas la fin dans cet épisode, je me suis dit, on peut potentiellement avoir un espèce d'épisode final avec double menace, Cersei et le roi de la nuit, et là voilà, c'est une bataille vraiment incroyable et ça va être un délire. Et là, le fait qu'il meurt dans cet épisode, je me dis mais c'est trop tôt en fait. Et c'est là où je me suis rappelé que bah oui, il y a 6 épisodes et que maintenant ça me pose problème. Je vous l'avais dit déjà dans l'épisode 2 de la saison 8 que ça allait probablement me poser problème et que je le saurais par la suite qu'il n'y ait que 6 épisodes. Alors effectivement, question de budget, etc. Là, on est quand même dans la dernière saison de la série, il faut clore tout un tas de choses, il faut répondre à tout un tas de questions. En fait, on a fait 2 épisodes où ça parlait, voilà, c'était des épisodes très sympas, il n'y a pas de souci, mais voilà, 6 épisodes dans cette saison, c'est problématique. Là, je l'ai senti, parce que pour moi, il aurait fallu à la limite un épisode encore, ou à la limite même pendant qu'il y avait les retrouvailles autres, les marcheurs blancs faisaient encore tout un carnage à d'autres endroits où je sais pas en fait, il me fallait au moins un autre épisode dans lequel il se passait quelque chose avec les marcheurs blancs, avec le roi de la nuit, pour remontrer à nouveau à quel point c'est une menace, parce que oui, effectivement, ils ont perdu un dragon, oui, effectivement, il y a Tauros qui est mort dans la saison 7, oui, effectivement, avant il y avait Hard Home, mais à part ça, c'est une menace quand même dont on parle depuis le premier épisode de la série. Souvenez-vous quand même, la première séquence, et c'est pareil d'ailleurs dans le livre, c'est quand même le mec qui s'enfuit parce qu'il a vu les spectres, que les morts sont revenus à la vie et tout au nord du mur. Quand on lui dit ça, alors il dit bah non, tu délires mon pote. Voilà, c'était quand même la première séquence de la série, c'est la première séquence du livre, et on se dit, c'est clos comme ça, en plein milieu de saison, il a à peine eu le temps de faire des dégâts qu'il est déjà mort en fait. C'est là où j'ai un problème. Voilà, il me manque de voir un peu plus en quoi c'était une menace, parce que c'est quand même le mec puissant de ouf, quoi. Je veux dire, il pose clairement problème. On se dit mais 2 dragons ça suffit pas, une armée avec je sais pas combien de milliers d'hommes machin et tout ça suffit pas, il peut relever les morts, il a un dragon, en plus il est trop fort, voilà, il peut faire les Jeux Olympiques avec sa lance, il est trop puissant pour qu'il meure comme ça en un seul épisode. Qu'il meure d'une dague et tout de la part d'Arya, c'est pas un souci, mais qu'il meure en un épisode comme ça, c'est déjà fini. Une menace dont on parle depuis 8 saisons. Problématique.
Donc oui, j'avais besoin d'encore plus savoir à quel point ce personnage était une menace, tout en sachant que voilà, on en parle tellement d'une façon, c'est quelqu'un de très très puissant, et en un épisode, il en est fini de lui, et on attaque après à Cersei. Alors c'est pas que Cersei c'est pas une menace et que c'est pas important et tout, mais du coup en termes d'échelle, moi je trouvais de dangerosité, pour moi le roi de la nuit c'était vraiment le truc ultime quoi. Et du coup de me dire que c'est Cersei le boss de fin, voilà, je trouve ça un peu bizarre, sachant qu'il reste encore 3 épisodes. Je me dis, mais 3 épisodes, vous allez faire quoi sur les 3 épisodes? Le prochain, c'est... ils se préparent tous à attaquer Cersei. Limite, le 5, ça va être une bataille, parce qu'en plus, c'est le même réalisateur que pour cet épisode, donc on peut se préparer à une bataille. Et le 6, c'est quoi? Je sais pas, donc... je suis perplexe. Ça m'a paru tellement trop gros, à ce moment-là, que ce soit terminé, en fait. Je n'y ai pas cru du tout au moment où Arya le tue, et tous les trucs... En fait, elle le tue et tout explose, quoi. Tous les marcheurs blancs, les spectres, ils meurent, machin, les Viserions, tout est déjà fini. Pour moi, ça n'était pas possible en fait. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le fait que je pense que lors du dernier épisode, Bran expliquera tout ce qu'il a fait pour que Arya arrive à faire ça. Je pense que d'ailleurs quand il part scouter et tout avec les corbeaux, parce qu'il part quand même dans sa tête pendant pas mal de temps, c'est-à-dire qu'effectivement il va pour regarder où est le roi de la nuit, il voit si vraiment il arrive, mais même après ça, il est quand même quelque temps dans les choux, donc on se demande qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il est revenu une dernière fois dans le passé pour faire un dernier acte qui permettait effectivement à ce moment-là de débloquer la situation et donc que Arya vienne tuer le roi de la nuit. Et je vois bien à la fin de Game of Thrones que Bran explique point par point toutes les choses qu'il a changées dans la série, parce qu'au final on se rend compte que si Bran n'était pas tombé de la tour, si Arya n'avait pas rencontré Syrio, etc. Enfin il y a tout un tas de... Si Jon n'avait pas donné aiguille, je pensais justement à la série que c'était des petits détails pas forcément très importants, et au final tous ces petits détails là ont mené à cette situation, et c'est là que je trouve que c'est du génie par rapport à ça, que ce soit Arya qui tue le roi de la nuit, parce que ça nous fait vraiment comprendre ça, que chaque détail avait son importance, qui a mené à ce moment-là, et que Bran a forcément son importance là-dedans, il est revenu dans le passé, il a dû faire tout un tas de choses, et ça j'ai hâte de savoir comment il a mis toutes ces pièces en place. Mais voilà, une si grosse menace qui est éliminée en un épisode d'1h20, alors oui c'est quasiment la longueur d'un film, mais en un épisode quand même, en plein milieu de la dernière saison de Game of Thrones, une menace dont on parle depuis le premier épisode, qui en plus se fait berner en tombant dans le piège de Bran aussi facilement. Enfin voilà, dès qu'il tombe du dragon, qu'il tombe dans le piège, qu'il meurt en un épisode, ça je l'ai pas avalé par contre. Après qu'il meurt d'une dague, je trouve ça assez ironique, et en même temps ça montre que bah oui il avait un point faible, et finalement c'est Arya qui a réussi à en tirer profit, mais c'était trop rapide. Voilà, c'était trop rapide, très clairement. Et puis pour finir, 2 morts déchirantes, et là j'ai trouvé que c'était vraiment un peu abusé, dans le sens où comme ça arrive à la fin, ils se sont dit bah ouais attendez, faut quand même notre quota de morts, donc à la fin on va faire mourir différents personnages, Théon, Jorah, Mélisandre, voilà, ils meurent tous à la fin de l'épisode pour faire notre quota, voilà, comme ça le bingo, vous allez pouvoir le remplir un petit peu. Alors on voulait pas faire trop mourir de personnages, mais voilà, faut quand même notre quota à la fin, donc on fait mourir quelques personnages. Donc on a droit à la mort de Jorah, qui est déchirante, et qui en même temps, bon, on l'attendait, et je trouve ça assez cool quand même qu'il soit mort une fois que les spectres et tout sont éliminés, parce qu'il peut voir qu'il a réussi à sauver Dany, il peut voir que le monde des vivants va survivre, et en partie grâce à lui. Et Mélisandre qui, comme Beric, a fait son devoir, et donc ce suicide, c'est très touchant d'ailleurs. On me dit, mais Davos, qu'elle est quand même encore allée l'exécuter finalement, qui se rend compte qu'il en a pas besoin, puisqu'elle se suicide, et c'est très touchant. Des personnages que j'aimais beaucoup, donc ouais, ça a été dur, hein. Ça a été un ascenseur émotionnel pendant tout l'épisode. C'est étonnant parce que c'était un ascenseur émotionnel, et en même temps, ça allait de plus en plus mal dans l'épisode crescendo. En fait, on sentait que la situation était de pire en pire à chaque fois. Il n'y a pas eu des moments où on a eu trop d'espoir. Enfin, personnellement, il n'y a pas eu de moment dans l'épisode où je me suis dit, oh là, ils vont s'en sortir comme ça. En fait, je me disais, il n'y a que Bran à la fin qui peut faire quelque chose, sinon, je ne vois pas comment. Alors pour moi, cet épisode était quasiment comme un film. Je l'ai savouré comme tel, réalisation au top, malgré effectivement les problèmes par rapport à la nuit, et quelque part, je préfère quand même qu'ils aient tourné la nuit et pas y voir grand chose plutôt que de tourner en plein jour, ça aurait été très moche. Les musiques qui sont dingues, les acteurs qui sont incroyables. J'aime l'idée que ce soit Arya qui tue le roi de la nuit, et même aussi facilement, c'est pas trop un problème, comme je disais, c'est juste les choses par contre que je vais reprocher, c'est
Il y a pas mal de facilité, voilà, il y a beaucoup de raccourcis qui ont été pris. Et puis comme je disais, voilà, cet épisode est arrivé à un moment où c'était beaucoup trop tôt pour moi. Voilà, je m'attendais à une mort du Night King plus tard, même si c'était de cette façon-là, c'était pas un problème, mais beaucoup plus tard, avec peut-être avant d'autres événements qui montraient à quel point c'était une menace. Voilà, vraiment de voir les choses. Parce qu'à chaque fois on entend parler, et moi j'avais besoin de voir du concret, voir les dégâts qu'il pouvait faire avant même peut-être cette bataille. En tout cas, j'ai trouvé cette fin très ironique. Voilà, on pensait vraiment que c'était Jon, le héros et tout ça, et au final, ça n'est pas le cas. Voilà. On fait un gros focus sur lui à la fin de l'épisode pour au final que ce soit un autre personnage qui tue le roi de la nuit. J'aime beaucoup l'idée. Et en fait, on se rend compte que c'est un gros travail d'équipe parce que si tel ou tel personnage n'était pas présent, s'il n'avait pas fait ci ou ça, rien n'aurait peut-être mené à ce moment-là, c'est-à-dire à la défaite du roi de la nuit. C'est ironique que ce soit pas Jon, d'ailleurs Jon qui m'énervait un petit peu dans cette saison 8 alors que je l'aimais beaucoup avant. Donc voilà. Alors j'attends fortement l'épisode 4 puisqu'on va effectivement brûler les morts, hein. On va faire le deuil de toutes les personnes qui sont mortes. On a Daenerys qui se prépare à la guerre contre Cersei, je pense qu'elle aura de nouveaux alliés puisque tout le monde va entendre parler qu'ils ont sauvé effectivement le monde des vivants quand même, c'est pas rien, donc je pense qu'ils vont avoir quelques alliés face à Cersei. Chose qui m'étonne, c'est que Jon ne semble pas être trop présent dans ce trailer, donc je me dis est-ce qu'il est pas un peu plus en retrait, c'est-à-dire peut-être qu'il a dit à Daenerys que finalement il ne voulait pas du trône, quelque chose comme ça, parce que c'est quand même Daenerys qu'on met beaucoup en avant, donc je pense qu'elle va mourir très bientôt. Faudra pas trop s'étonner si elle ne survit pas à la fin de la saison. Et je vois bien également aussi une trahison de la part de Euron qui pourrait finalement essayer de récupérer le trône tout seul. Ça pourrait être un retournement de situation assez sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!